We are so close to this moment. Here we are again with history, with coronation. Forgive me if this is a naive question, but Au moment où j'ai découvert le coffre secret de ma mère, le temps m'a semblé s'arrêter, comme si le palais avait cessé de respirer et moi avec lui. Dans ma vie, j'avais visité d'innombrables pièces, ouvert d'innombrables archives inventoriées, d'innombrables legs. Mais aucun n'avait ce poids, ce souffle froid de vérité qui transperçait tout. Debout dans les appartements privés et silencieux du château de Windsor, entouré de boîtes de vieux inventaires et des derniers vestiges d'une femme qui avait régné sur le monde d'une main de fer pendant 70 ans, j'ai soudain aperçu ce petit panneau dissimulé. À peine une anomalie dans le mur, un détail que seul quelqu'un qui connaissait l'art d'organiser les espaces de mer. Espace de mère pouvait remarquer, et je le savais. Toute ma vie, j'avais su comment elle cachait des choses qui ne se révélaient et qu'au moment opportun. Quand j'ai ouvert la fausse cloison et que j'ai vu ce petit coffre-fort vert foncé, non enregistré jamais, vu jamais ouvert depuis sa mort, j'ai ressenti quelque chose de rare, la peur. Non pas pour ce qu'il contenait, mais pour ce que son contenu pouvait signifier. Pour cette vérité qu'on ne laisse derrière soi que lorsqu'on sait qu'on ne pourra plus jamais la dire. Ma mère n'était jamais une femme impulsive. Chaque mot, chaque silence, chaque action avait un sens. Alors quand j'ai trouvé la combinaison, soigneusement dissimulée dans son carnet d'adresses, j'ai su que ce n'était pas un simple objet, c'était un message. Le coffre s'ouvrit avec un clic discret qui me fit frissonner comme si ce son avait déclenché un mécanisme irréversible. À l'intérieur, une seule chose, un porte-document en cuir rouge foncé, au bord doré, exactement le genre qu'elle utilisait pour les documents d'état importants. Mais sur celui-ci figurait mon nom, rien que mon nom, de son écriture familière. À cet instant précis, l'atmosphère changea. Le palais ne me semblait plus un lieu de tradition et de routine, mais comme un chrysanthème prêt à éclore en un déferlement de révélations. Je me suis assise avant d'ouvrir le ruban. Mes mains ne tremblaient pas, elles ne tremblent jamais. Mais au fond de moi, je ressentais une tension inexplicable. Comme si une responsabilité inattendue pesait lentement sur mes épaules. En dépliant délicatement la première lettre, j'ai immédiatement vu la date écrite durant les derniers mois de sa vie, une période où son corps s'affaiblissait, mais où son esprit était plus vif que jamais. Et dès la première phrase, j'ai su que rien dans ce dossier ne serait anodin. Si tu lis ceci, Anne, cela signifie que ma voix doit désormais devenir la tienne. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai continué à lire. Je le devais. Elle a dit, elle a écrit, sur tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute, sur les décisions qui la tenaient éveillée la nuit, sur le poids de la couronne parfois plus lourd que n'importe quelle guerre, n'importe quel scandale, n'importe quelle réaction publique. Elle ne se contentait pas de relater les faits, elle y racontait la culpabilité, les regrets et la vérité crue. Et à chaque phrase, je comprenais mieux pourquoi elle m'avait confié ce travail. Elle savait que je ne fuirais jamais les vérités déplaisantes. Elle savait que je ne céderais ni à la pression publique, ni aux dynamiques familiales. Et elle savait, peut-être mieux que quiconque, que je ferais toujours passer mon devoir avant mon confort. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser que ma mère avait porté ses vérités seule pendant des années. Combien de ses pensées avait-elle ravalé en secret dissimulé derrière son sourire maîtrisé? Combien de nuits blanches avait-elle passé, tandis que le monde la louait comme un roc? Il y avait dans ses mots une douleur que je lui avais rarement vue. La tristesse d'une femme qui savait avoir parfois transgressé ses propres limites au service de l'institution. Elle écrivait sur Andrew, sur Harry, sur les tensions familiales qu'il était impossible d'évoquer publiquement. Et elle nommait avec franchise ses propres erreurs, son excès de patience, sa tendance à protéger là où elle aurait dû être. Ce dernier point m'a particulièrement touché car elle n'était pas du genre à admettre sa culpabilité à la légère. Lorsque j'ai refermé le dossier, la pièce avait changé. Elle n'était plus un refuge de souvenirs mais un lieu d'ordre de devoir. Je ressentais la responsabilité non seulement de comprendre ce qu'elle avait écrit mais aussi de l'appliquer. Car ce dossier n'était pas un héritage, c'était une instruction. Un code pour l'avenir, une boussole pour une famille et une institution qui depuis des années vacillait dangereusement. Alors que je me relevais et glissais le dossier sous mon bras, je me demandais pourquoi maintenant, pourquoi voulait-elle que ce document ne soit lu qu'après sa mort? Et pourquoi était-ce à moi de porter ce fardeau? La réponse me vint comme un murmure parce que la vérité est toujours plus lourde lorsqu'elle arrive trop tard. Et ma mère savait que seul moi pouvais la soulager de ce poids. Que se serait-il passé si quelqu'un d'autre avait trouvé ce dossier? Et si ces mots n'avaient jamais été écrits, la famille royale aurait-elle pu continuer pendant des années à dissimuler des failles déjà devenues des fissures? Et surtout, le monde était-il prêt à entendre la vérité que ma mère m'avait léguée, ou cela aurait-il irrémédiablement tout fait basculer? Je savais alors qu'il n'y avait pas de retour en arrière. En rouvrant le dossier et en commençant à lire les lettres une à une, j'avais l'impression que chaque page ôtait une couche de l'image que le monde se faisait de ma mère.
une image que j'avais contribué à préserver pendant des années. Tous la voyaient comme une monarque inébranlable, une femme qui ne vacillait jamais, ne cédait jamais, ne supportait pas la pression qui pesait sur elle, comme un voile invisible depuis toujours. Mais ces lettres ne parlaient pas de la monarque. Elles révélaient la femme derrière ce rôle, et ces mots déchiraient le silence de la pièce comme si elle était encore vivante. Chaque phrase était précise, maîtrisée et pourtant empreinte de douleur. Je sentais qu'elle n'avait pas écrit ces documents dans la précipitation ou le désespoir, mais avec une clarté presque chirurgicale. Elle savait que ce qu'elle laissait derrière, elle allait bouleverser les fondements même de notre famille, et peut-être même la monarchie. Ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est son honnêteté quant à ses propres erreurs. Ma mère n'avait jamais été du genre à prendre les critiques à la légère. Mais là, de sa propre main, elle reconnaissait les décisions qu'elle avait reportées, les avertissements qu'elle avait ignorés, et les moments où, comme elle l'écrivait, elle avait privilégié les enfants, même quand son cœur aspirait au contraire. Ce qui m'a le plus touché, c'est son aveu d'avoir protégé Andrew bien trop longtemps. Elle écrivait qu'elle avait vu les signes, entendu les conversations qui la troublaient, et senti que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle avait refusé d'en assumer les conséquences. « Je ne lui ai pas fixé de limite », écrivait-elle, par amour, par peur et parfois par épuisement. Et ce faisant, je ne lui ai rendu justice ni à lui ni à la famille. C'était comme si un poids énorme venait de lui être ôté des épaules pour reposer sur les miennes. Ses propos sur Harry étaient différents, plus subtils, mais tout aussi percutants. Elle le décrivait avec la tendresse d'une grand-mère et la sollicitude d'une monarque consciente que modernité, médias et blessures personnelles forment un cocktail explosif. Elle reconnaissait sa souffrance, son sentiment d'insécurité au sein d'un système jamais conçu pour absorber les failles émotionnelles. Mais elle écrivait aussi qu'il devait assumer la responsabilité des dégâts qu'il avait causés, que les désaccords ne devaient pas nécessairement dégénérer en conflit, et que qui s'éteint avec le feu revient souvent avec la fumée. Elle n'offrait aucun jugement, aucune perspective, seulement un miroir. Mais ce sont les lettres anonymes, les observations générales qui m'ont le plus profondément touché. Ma mère avait écrit sur l'état de la monarchie, non pas dans le langage des hommes d'État, mais sur le ton de quelqu'un qui savait que le monde changeait plus vite que l'institution qu'elle dirigeait. Elle avertissait que le secret, cette protection séculaire de la famille, n'était plus efficace à notre époque. Un mur censé protéger, écrivait-elle, peut aussi étouffer. Elle a affirmé que la transparence, un mot quasiment inconnu des monarques d'antan, deviendrait la clé de la survie. Et que nous, ses enfants et petits-enfants, devrions apprendre à faire quelque chose qui ne nous avait jamais été enseigné, reconnaître notre vulnérabilité. Je sentais sa présence dans chaque mot, non pas comme une ombre, mais comme une voix qui me guidait sans équivoque. Il m'a paru clairement que ces lettres n'étaient pas les confessions d'une reine mourante, mais les instructions d'une dirigeante qui méditait sur l'avenir jusqu'à son dernier souffle. Et pourtant, chaque paragraphe était empreint de tristesse. Une tristesse qu'elle n'avait jamais pu exprimer publiquement. La tristesse de celle qui savait son pouvoir limité, même si le monde la croyait immortelle. Quand j'ai lu la lettre où elle expliquait son choix, j'ai marqué une pause. Elle évoquait mon sens du devoir, mon indépendance vis-à-vis de l'opinion publique, ma capacité à agir malgré les doutes. Elle savait que j'étais moins vulnérable au chantage affectif, aux conflits familiaux ou à la pression médiatique. « Tu défends ce qui est juste », écrivait-elle, « et non ce qui est facile ». Cette phrase a longtemps résonné en moi. Car si j'éprouvais de la fierté, je ressentais aussi le poids de ce qu'elle attendait de moi. Étais-je vraiment capable d'affronter la tempête que ces lettres allaient déclencher ? Et pourtant, au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Toute ma vie, j'avais servi la couronne, mais toujours en préservant mon indépendance. Je n'ai jamais cherché à plaire à la foule, jamais l'héritier charismatique, jamais le centre d'un scandale. J'étais l'ouvrière, la force tranquille, la constante. Et maintenant, cette constante devenait un ancrage à une époque où l'institution vacillait. En remettant la dernière lettre à sa place, j'ai senti le silence autour de moi se transformer. Non plus vide, mais chargé d'une énergie particulière, comme si les murs du palais avaient été à l'écoute. Comme si ma mère savait que ces vérités devaient être découvertes à cet instant précis. Car que se passe-t-il lorsque la vérité est enfermée depuis trop longtemps? Sera-t-elle libérée ou se vengera-t-elle? Je me suis levé serrant le dossier contre mon bras et j'ai ressenti un mélange de chagrin, de responsabilité et d'inéluctabilité. Les lettres n'étaient plus un secret. Elles représentaient une mission, une direction, un héritage. Et je savais qu'ouvrir ce coffre-fort n'était pas la fin d'une quête, mais le début d'un combat inévitable. En tentant de décrypter les lettres de ma mère, je savais que je ne pouvais les comprendre sans prendre en compte le contexte plus large dans lequel évoluait la famille royale. Car la vérité, c'était qu'aucune lettre, aucun document, aucun avertissement ne se suffit à lui-même. Tout prend sens dans le contexte où il est lu. Et en 2025, la monarchie se trouvait dans un état d'équilibre fragile que même ma mère, forte de ses décennies d'expérience, ne pouvait pleinement stabiliser.
Tandis que le monde autour de nous évoluait toujours plus rapidement, je sentais les fondements sur lesquels j'avais bâti toute ma vie s'effriter, comme si le sol lui-même doutait de notre existence. Comment pouvions-nous survivre en tant qu'institution alors que le temps lui-même ne s'écoulait plus avec nous ? J'avais senti la pression monter depuis des mois comme un orage qu'on entend bien avant que le ciel ne s'assombrisse vraiment. Les premiers signes avant-coureurs sont venus de Charles. Mon frère n'a jamais été du genre à se laisser abattre par ses limitations physiques, mais sa démarche de plus en plus lente, la réduction progressive de son emploi du temps, le report de ses apparitions publiques, seuls les membres de sa famille et quelques conseillers avisés ont remarqué ces signes. Il supportait sa santé avec dignité, mais non sans sacrifice. Et même si je voulais croire que cela ne signifiait rien, je savais au fond de moi qu'un monarque affaibli n'était pas seulement une affaire personnelle, mais aussi une vulnérabilité institutionnelle. Jusqu'où une couronne peut-elle aller quand celui qui la porte commence à flancher ? William, de son côté, portait un fardeau qui s'alourdissait au fil de l'année. Naturellement, réfléchi stratégique, son approche des problèmes est presque clinique. Mais ce tempérament se révèle un piège lorsque l'institution exige à la fois modernisation et stabilité. L'opinion publique était partagée à son sujet. Certains voyaient en lui le nouveau chapitre nécessaire, une bouffée d'air frais après des décennies de retenue traditionnelle. D'autres craignaient qu'il ne veuille trop changer trop vite, trop radicalement. Je l'ai vu se raidir, son regard se plisser dès qu'il pensait être seul. Comment se préparer à un rôle dont les règles changent constamment ? Et puis il y avait Catherine. Sa santé avait fait l'objet de nombreuses spéculations à travers le monde ces dernières années, et bien qu'elle ait connu une guérison miraculeuse, il était évident qu'elle devait ménager son énergie. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa force mentale. Elle savait qu'avec William, elle incarnait la future monarchie pour des millions de personnes. Et ce visage devait afficher un sourire radieux, même lorsque les fondations qui le soutenaient commençaient à s'effriter. Sa présence inspirait le calme, mais je percevais aussi l'ombre de la fatigue sous cette tranquillité. Quelle résilience peut avoir une personne lorsque le monde entier la regarde en permanence ? Entre-temps, la pression internationale s'intensifiait. Le Commonwealth, jadis la fierté de ma mère, commençait à se fissurer. De nombreux pays débattaient publiquement de l'abandon de la monarchie, non par hostilité, mais parce que le temps et les enjeux identitaires les avaient poussés au-delà des limites du système. Le Royaume-Uni lui-même était aux prises avec l'instabilité politique, l'incertitude économique et une génération de jeunes qui s'interrogeaient sur la pertinence d'une institution héréditaire dans un monde de plus en plus guidé par l'égalité et la transparence. Les anciennes réponses ne suffisaient plus, et les nouvelles n'avaient pas encore été trouvées. Comment une couronne qui règne en silence peut-elle parler à une génération en quête de vérité ? Et puis il y avait Andrew, toujours Andrew. Son nom revenait sans cesse dans les colonnes des journaux tel un écho persistant. Son éviction de Royal Lodge, les démêlés judiciaires, l'attention médiatique incessante autour de son passé. Il était une source constante d'instabilité non seulement pour l'institution mais pour toute notre famille. Chaque article le concernant ravivait une plaie. Je savais que les lettres de ma mère étaient censées clore ce chapitre de l'histoire, mais à quel prix ? Et comment le monde réagirait-il lorsqu'il deviendrait évident que même elle, la monarque inflexible, n'avait jamais réussi à le contrôler pleinement ? Harry et Meghan représentaient l'autre moitié du fossé que le public semblait incapable de combler. Depuis l'Amérique, leurs projets, leurs interviews et leurs récits alternatifs continuaient d'attiser les braises d'une polémique qui depuis longtemps ne reposait plus sur les faits, mais sur la perception, le sentiment et la rivalité. Pour beaucoup, notre histoire familiale est devenue le reflet de leurs propres difficultés, de leurs propres conflits, de leurs propres sentiments de trahison ou d'éloignement. Parfois, je me demandais, une famille pouvait-elle jamais trouver la paix véritable quand le monde la percevait comme un feuilleton, une saga et un symbole, le tout en un. Tandis que je me tenais là le dossier de lettres sous le bras, je sentais tous les fils se rejoindre, la santé du roi, la pression sur l'héritier, le scepticisme public, les bouleversements internationaux, les querelles familiales, l'ombre inévitable d'André. Tout convergeait vers une seule conclusion, l'institution était à la croisée des chemins, et ma mère avait pressenti ce moment. Ces lettres n'étaient pas une rétrospective, elles étaient un guide pour affronter la tempête qui s'annonçait. J'ai compris que ces instructions ne visaient pas seulement à clarifier les choses, mais aussi à nous contraindre à reconnaître que le déni n'était plus une stratégie. Une monarchie ne peut survivre qu'en s'adaptant, non en se cachant. Et c'est peut-être là la plus grande vérité qu'elle m'ait léguée, le passé n'est bénéfique que lorsqu'on en tire des leçons et non lorsqu'on s'y accroche. Alors que je réfléchissais aux mots que j'avais lus, je me suis demandé si tel est l'état de la famille royale, comment puis-je préparer ma famille et le monde à ce qui va arriver ? Et plus important encore, sommes-nous seulement prêts à entendre la vérité ? Avant même de trouver les lettres, je sentais que ma mère avait voulu me dire quelque chose, non pas avec des mots, mais à travers les traces silencieuses qu'elle a laissées. Et maintenant, en repensant aux mois qui ont précédé la découverte du coffre-fort, je comprends à quel point ces signes étaient clairs.
comme si elle ne voulait pas que sa vérité ultime reste cachée, mais qu'elle l'avait soigneusement préparée pour que je puisse suivre ses traces le moment venu. C'est étrange comme certains schémas ne se révèlent qu'au cœur de la tempête, comme si le passé se réorganisait, prenait un nouveau sens et vous confrontait à une vérité que vous n'aviez jamais pu supporter auparavant. Et cette vérité qui s'imposait à moi était inévitable, ma mère m'y avait préparé bien avant même que je comprenne ce qu'elle faisait. Le premier signe que quelque chose n'allait pas était apparu des mois plus tôt lors d'un déjeuner informel à Balmoral. Une gouvernante expérimentée qui avait servi ma mère pendant près de 40 ans m'avait confié qu'Elisabeth passait ces derniers temps beaucoup de temps seule à écrire. Non pas des dactylographies ou des dictées officielles comme pour les affaires d'État, mais des lettres manuscrites, des enveloppes, des dossiers soigneusement rangés. Elle avait même proposé son aide, mais ma mère avait poliment décliné. « C'est quelque chose que je dois faire moi-même », avait-elle dit. Je me souviens avoir interprété ces paroles à l'époque comme une simple question de pragmatisme, mais j'en comprends maintenant toute la portée. Elle savait que ce qu'elle écrivait était trop intime pour être confié à des conseillers, des assistants, voire même à sa famille de son vivant. Et je comprends, elle n'avait pas écrit ces lettres pour elle-même, elle les avait écrites pour moi. Un second signe avant-coureur est apparu quelques semaines plus tard, lorsque j'ai examiné l'inventaire de Windsor avec les archivistes. D'ordinaire, ma mère était d'une méticulosité obsessionnelle dans la façon dont elle consignait les documents. Absolument, tout avait sa place dans les registres officiels. Mais à présent, il manquait des choses. Pas seulement de petits objets, mais des objets personnels auxquels je savais qu'ils avaient une grande valeur sentimentale. Et lorsque l'archiviste a admis à contre-cœur que la reine elle-même avait, durant ces derniers mois, décidé que certains objets n'avaient pas besoin d'être répertoriés, j'ai compris qu'elle avait constitué des archives privées qui ne pouvaient être rendues publiques. Pas encore, pas à ce moment-là. Elle les gardait précieusement jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne personne, jusqu'à ce que je les trouve. Plus tard, il y a eu cette conversation avec Catherine dont je me souviens encore très bien. Elle avait trouvé une lettre isolée dans un des livres qui avait été déplacé de la bibliothèque privée de ma mère. Sans adresse, sans contexte, mais un texte plein de sagesse sur la famille, la responsabilité et la nécessité de préserver son intégrité lorsque la vie nous oblige à faire des choix. Catherine a dit doucement, on dirait presque qu'elle savait ce qui allait arriver. Et je n'ai pas osé le dire à l'époque, mais je ressentais la même chose. J'avais l'impression que ma mère nous laissait non seulement ce que nous savions, mais aussi ce que nous devions encore découvrir. Le moment le plus révélateur s'est produit lors d'une conversation avec Charles quelques mois avant la découverte. Il m'a confié que sa mère lui avait dit un jour que certaines vérités étaient trop lourdes à porter en une vie, mais trop dangereuses pour être laissées disparaître. Et qu'elle espérait que la bonne personne les verrait au moment opportun. Sur le coup, j'ai cru à une simple réflexion philosophique. Maintenant, je sais que c'était un indice, un message que je ne pouvais saisir qu'au moment opportun. À l'approche du mois de novembre, je sentais la tension monter au palais d'une manière inexplicable. La santé de Charles, les responsabilités croissantes de William, la pression publique, les conflits familiaux latents, tout s'intensifiait. C'était comme si la monarchie elle-même pressentait un événement majeur. Et lorsque l'archiviste m'a parlé d'une collection d'objets personnels ayant survécu, et que selon les instructions formelles de ma mère, j'étais la seule autorisée à manipuler tout cet éclairé. Je me souviens encore de mon cœur qui a fait un bond, non pas de peur mais de reconnaissance. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Quand je repense à ce moment où je tenais le portefeuille entre mes mains, je réalise que je n'étais pas surprise, perplexe certes, émue assurément. Mais au fond de moi, je savais que cela avait toujours été le destin de tout ce que ma mère avait prévu. Elle avait consacré sa vie entière au devoir, à la tradition, à maintenir la paix dans une famille souvent plus agitée que sereine. Mais durant ces derniers mois, elle avait fait autre chose. Elle m'avait légué une boussole pour une époque qu'elle ne pouvait plus guider. Je comprends maintenant pourquoi elle m'a choisi. Elle savait que je n'avais pas peur de la vérité, que je ne céderais pas aux pressions, que je ne joue pas un rôle devant les caméras, que je n'ai pas besoin de masque pour accomplir mon devoir. Elle savait que je n'étais guidé ni par la popularité, ni par les émotions, ni par des considérations politiques, mais par un seul principe, assumer mes responsabilités quand les autres détournent le regard. Alors, je me demande, aurais-je pu refuser cette tâche ? Quelqu'un d'autre aurait-il pu l'assumer ? Ma mère a-t-elle seulement hésité un seul instant ? Je ne le crois pas. Elle connaissait notre famille mieux que nous-mêmes. Elle savait que parfois la vérité n'a de poids que lorsqu'elle est transmise par celui qui la comprend le mieux. Maintenant, je comprends clairement, elle ne m'a pas seulement laissé des lettres. Elle m'a confié sa dernière confiance. Et cette confiance, aussi douloureuse soit-elle parfois, est la seule chose que je ne peux et ne pourrai jamais trahir. J'ai vécu de nombreuses confrontations familiales dans ma vie, mais rien, absolument rien, n'était comparable à ce qui s'est passé le 2 décembre. La tension était palpable dès l'instant où j'ai posé le dossier sur la table. Personne ne savait exactement ce qu'il contenait, mais chacun sentait qu'un événement irréversible se préparait. Et tandis que j'expliquais le contenu des lettres écrites
Par ma mère, j'ai vu même les membres les plus expérimentés de notre famille se figer peu à peu. Non pas qu'ils ne puissent supporter la vérité, mais parce qu'ils savaient que cette vérité ne laissait aucune place au déni, aux excuses ou à la tradition. C'était le moment où passé et futur se rencontraient, et leur collision allait être d'une violence inouïe. La confrontation avec Andrew fut l'épicentre de ce conflit. Il arriva avec une attitude que je connaissais trop bien sur la défensive méfiante, mais persuadé de pouvoir renverser la situation comme il l'avait fait pendant des années. Il pensait que ce serait une énième réunion de famille où il pourrait se défendre, se défausser de ses responsabilités ou compter sur la fâcheuse tendance de Charles à minimiser les choses. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'y avait pas de place pour l'interprétation. Les mots de notre mère étaient clairs et nets. Et lorsqu'il lut les lettres pour la première fois, je vis quelque chose se briser sur son visage. Au début, il resta silencieux, un silence tremblant entre incrédulité et déni. Mais à mesure que les mots faisaient fort chemin, toute son attitude changea. Je vis ses épaules se raidir, sa respiration s'accélérer, ses doigts se crisper sur le papier. Et lorsqu'il prit enfin la parole, ce fut comme si toute la rage qu'il avait refoulée pendant des années se libérait soudainement. Il se sentait trahi par la seule personne qui l'avait toujours protégé. « Elle ne m'a pas cru », dit-il. « Elle m'a jugé sans que je puisse me défendre. » Ce n'était pas seulement de la frustration. C'était un désespoir pur et viscéral. Le visage démasqué de celui qui avait toute sa vie compté sur son invulnérabilité désormais confronté à la seule voix qu'il ne pouvait faire taire, celle de sa mère. Charles, qui d'ordinaire s'efforçait toujours de jouer les médiateurs, semblait véritablement anéanti pour la première fois depuis des années. Les lettres l'avaient profondément marqué non seulement par ce qu'elles révélaient d'Andrew, mais surtout par ce qu'elles révélaient de lui-même. Ma mère lui avait tendu un miroir qu'il avait longtemps évité d'ouvrir, sa tendance à trop pardonner, à trop protéger, même lorsque cette protection devenait destructrice. Et maintenant, il en subissait les conséquences. Il tenta d'expliquer calmement à Andrew que les lettres n'étaient pas une punition, mais une ultime tentative pour faire éclater la vérité au grand jour. Mais Andrew refusait toute nuance. Il voulait un ennemi, et c'est ce qui rendait la situation si dangereuse. William se tenait près de la fenêtre silencieux, mais son silence n'était pas de la retenue, c'était du jugement. Je le voyais enregistrer chaque phrase d'Andrew, contenir sa colère, mais la tension dans sa mâchoire trahissait sa patience depuis longtemps, perdue envers son oncle. Pour lui, les lettres n'étaient pas un choc, mais une confirmation. Il avait été témoin pendant des années des effets du comportement d'Andrew sur l'institution, et il n'avait jamais compris pourquoi ma mère continuait de le protéger. Maintenant, il avait la réponse, elle avait vu ses propres erreurs, mais trop tard. Et bien que William aurait pu faire preuve de compassion, il n'en avait plus aucune pour le mal qui avait été fait. Quand Andrew se leva enfin, son visage était déformé par un mélange de chagrin et de colère. « Vous voulez me détruire ?» dit-il. « Vous voulez que je disparaisse ?» Je le regardais sans dureté ni accusation, mais avec sincérité. Et je ne dis rien. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots, car tous ceux qui étaient dans la pièce savaient qu'il n'était pas en train d'être détruit. Il était enfin confronté à quelque chose qu'il avait toujours refusé d'admettre la responsabilité. Ce qui suivit fut comme le point de rupture. Andrew quitta la pièce en trombe. Non pas comme un homme cherchant à fuir, mais comme quelqu'un réalisant qu'il n'avait plus aucun allié. Le claquement de la porte sonna comme une fin symbolique, l'instant où l'illusion d'une famille unie se brisa et où nous comprîmes que certaines fissures étaient irréparables. Je ne ressentis aucun triomphe. Nous ressentions tous une profonde perte, car parfois la vérité détruit plus que les mensonges ne le pourraient jamais. Mais ce qui s'est passé après son départ a changé la situation à jamais. Lorsque nous sommes restés tous les trois, Charles, William et moi, l'atmosphère était comme différente. J'ai vu dans leurs yeux non seulement du choc, mais aussi la prise de conscience que ces révélations ne pouvaient plus rester confinées à cette pièce. Plus maintenant. Ma mère avait écrit la vérité non pas pour nous soulager, mais pour guider la famille royale. Et si nous ignorions cette vérité, nous répéterions les erreurs même qu'elle avait si profondément ressenties. La question se pose donc, que faire maintenant? Comment réagir lorsque les secrets de famille les plus douloureux deviennent soudainement des choix institutionnels? Comment annoncer à une nation que le monarque qu'elle aimait a délibérément gardé le silence et qu'il nous faut désormais rompre ce silence? Et peut-être la question la plus difficile de toutes, qui soutenons-nous réellement dans cette affaire? La monarchie, l'histoire ou nous-mêmes? La réponse est venue lentement, presque avec hésitation. Mais finalement, elle était inévitable, il fallait révéler la vérité au monde même partiellement. Non pour susciter le scandale, mais pour restaurer la confiance. Car comment une couronne peut-elle survivre si elle refuse d'assumer ses responsabilités? Lorsque j'ai refermé le portefeuille, j'ai su que le moment était venu de laisser la place à l'avenir, un avenir qui exigeait plus d'honnêteté que nous n'en avions jamais manifesté. Mais le pays était-il prêt pour cette honnêteté? Et nous-mêmes l'étions-nous? Le matin du 3 décembre fut différent dès l'instant où j'ouvris les yeux.
Non pas à cause du froid, ni à cause du ciel gris et lourd qui pesait sur Londres, mais parce que je savais que la frontière entre vie privée et vie publique, que notre famille avait toujours si soigneusement préservée, était en train de disparaître. Tout ce que ma mère avait consigné dans ses lettres, tout ce que nous avions tenté de cacher pendant des années, allait prendre vie. Et tandis que je parcourais les couloirs de Buckingham Palace, j'entendais dans le silence les échos d'une époque qui s'achevait et d'une autre qui commençait à contre-cœur. Nous nous sommes réunis à nouveau, le même petit groupe qui avait lu les lettres, les mêmes visages, à peine remis du choc émotionnel de la veille. Personne ne l'a dit à voix haute, mais nous savions tous que ce n'était plus une conversation familiale. C'était devenu une affaire d'État. L'institution qui avait dissimulé des méfaits pendant des siècles, qui avait toujours cultivé une façade de dignité, se trouvait désormais à un point où le silence représentait le plus grand danger. Ironie du sort, c'est ma mère, femme de silence et de diplomatie, qui nous a finalement poussés à parler. La discussion fut intense, douloureuse, mais inévitable. William plaidait pour la transparence, la clarté, la maîtrise du récit avant que d'autres ne s'en emparent. Je voyais en lui le futur roi que ma mère avait toujours imaginé résolu, rationnel et pourtant suffisamment sensible pour comprendre la valeur de l'honnêteté. Charles, en revanche, était visiblement tiraillé. Il considérait ces lettres non seulement comme des documents historiques, mais aussi comme les derniers mots intimes de sa mère. Son instinct le poussait à protéger sa réputation, la nôtre, celle de la monarchie. Mais je savais qu'il comprenait aussi que la protection peut parfois avoir l'effet inverse. On ne peut préserver quelque chose que si l'on ose le révéler. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que leur voix s'apaise, jusqu'à ce que les vers, les notes et les papiers restent immobiles un instant. Puis je leur ai rappelé l'essentiel, ma mère n'avait pas écrit ces lettres pour qu'on les garde. Elle les avait écrites pour qu'on les utilise. Elle ne m'avait pas choisi parce que je protégerais ses secrets, mais parce que je porterais sa vérité. Et cette vérité impliquait une responsabilité. Non seulement envers Andrew Harry, mais envers l'institution elle-même. Si nous, en tant que famille, continuions à fuir les décisions difficiles, nous ne perdrions pas seulement notre crédibilité, nous perdrions notre raison d'être. La déclaration que nous avons alors préparée a été soigneusement élaborée. Tout ne pouvait pas être divulgué, tout n'était pas autorisé à l'être, et tout n'avait pas besoin de l'être. Mais l'essentiel, la reconnaissance qu'Élisabeth avait laissé des documents sur les conflits familiaux, sur la nécessité de réformes, sur les erreurs commises, même au sein des plus hautes sphères du pouvoir, était indispensable. Car le monde savait depuis des années que quelque chose clochait. Désormais, il allait enfin entendre que nous le comprenions aussi. Mais tandis que nous travaillions, je sentais presque le silence des couloirs se rompre. Les rumeurs se propageaient plus vite que la vérité, surtout entre les murs du palais. Les regards du personnel, les chuchotements, les mouvements nerveux des assistants, chacun sentait que quelque chose se tramait. Et alors que l'horloge approchait enfin 7 heures du matin, je ressentis une agitation que même mon entraînement militaire ne m'avait jamais appris à maîtriser. On peut se préparer au protocole, au plan de gestion de crise, aux apparitions publiques, mais on ne peut jamais vraiment se préparer au moment où l'on entre dans l'histoire. Et pourtant, nous savions tous que cela devait arriver. Élisabeth nous avait donné un outil non pas destiné à rester lettre morte, mais à nous guider. Ainsi, pour la première fois dans notre histoire moderne, nous avons laissé la vérité éclater non comme un scandale, mais comme une responsabilité. Non pas comme un règlement de compte, mais comme une reconnaissance. Non pas comme une faiblesse, mais comme un pas vers une chose que la famille royale n'avait jamais vraiment osé embrasser, la transparence. Ce qui m'a le plus frappé cependant s'est produit après la publication de la déclaration. Tandis que les médias s'enflammaient, que les commentateurs se précipitaient pour proposer des interprétations, que le public réagissait avec un mélange de choc, de compassion et de curiosité, un calme inattendu régnait au palais. C'était comme si le nœud qui nous étouffait depuis des années s'était enfin défait. La vérité avait du poids, certes, mais elle nous a aussi offert un souffle d'air. Et pour la première fois, l'institution ne donnait pas l'impression de lutter pour sa survie, mais plutôt celle d'avoir la chance de renaître. Quant à Andrew, son absence était éloquente. Il s'était isolé, aucun appel, aucun message, aucune tentative pour influencer la situation. Je savais que ce n'était que le début de sa chute, mais aussi de sa confrontation avec une réalité qu'il avait toujours fui. Et même si cela ne me réjouissait pas, je pensais que c'était nécessaire. Ceux qui refusent leurs responsabilités seront tôt ou tard contraints de les assumer. Et tandis que j'étais assise là quelques heures seulement après l'annonce, je me suis demandé qu'aurait ressenti ma mère si elle nous avait vus utiliser ses propres mots. Aurait-elle été fière, soulagée ou triste de voir l'institution qu'elle avait si longtemps protégée contrainte de se réinventer? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, ces lettres n'étaient pas un adieu. Elles étaient un héritage, un jalon pour une monarchie qui ose enfin reconnaître que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours plus forte que le silence.